Avec plus de 60 millions d'utilisateurs, WordPress est la plateforme de création de sites web qui domine le marché devant Drupal, Joomla, Magento, Shopify. Étant donné que WordPress est un CMS open source, personne ne gère vraiment la sécurité de manière centralisée de tous ces sites-là comme peut le faire justement Shopify qui en fait d'ailleurs un de ses arguments principaux, elle s'occupe absolument de tout. Malgré les éventuelles rumeurs qu'on peut avoir concernant la sécurité des sites WordPress, My Little Big Web est spécialisé justement en conception WordPress. On a fait plus de 500 sites web et on fait la maintenance d'une centaine également de sites web. Et donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien sécuriser votre site WordPress. Bien choisir son thème. C'est la base. Au moment où vous créez votre site, vous devez choisir un thème. WordPress fonctionne sur un principe de thème. Lorsque vous le choisissez, ne regardez pas uniquement l'esthétisme parce que souvent les clients, quand ils vont choisir un thème, déjà, ils vont regarder les images. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut regarder parce que vous pouvez prendre ces images-là et les mettre sur un autre thème où ils vont regarder les effets visuels, donc le CSS. Là aussi, on pourrait prendre n'importe quel site internet et le recopier à l'identique en utilisant 2, 3, 4 thèmes différents. Juste pour que vous sachiez que ce n'est pas le thème qui fait les photos ou les effets visuels. Ce que vous devez regarder dans le thème, justement, c'est la compatibilité qu'il a avec certains modules et le niveau de sécurité qu'il vous apporte. Pour bien choisir votre thème, un des sites que j'aime bien recommander, c'est ThemeForest. D'ailleurs, il n'offre pas que des thèmes WordPress, il y a aussi des thèmes pour des sites en HTML pur, des sites Magento, des sites Joomla, etc. Donc, allez dessus sur ThemeForest et regardez les différents thèmes qu'ils proposent. Une des choses que j'ai constaté, c'est vous allez aller regarder l'industrie. Par exemple, vous êtes courtier immobilier, vous allez aller regarder un thème en relatif au courtier immobilier. Je comprends. Mais c'est aussi une erreur de faire ça parce que le thème qui met en avant telle photo et vous vous dites « Ah ouais, c'est super, ce thème-là, c'est bien adapté à moi », vérifiez quand même qu'il est populaire, vérifiez qu'il est mis à jour parce que vous pouvez très bien opter pour un thème de salon de coiffure alors que vous êtes courtier hypothécaire et on peut très bien mettre les bonnes photos, le bon texte et les bons effets visuels. Même si je comprends que c'est plus difficile de se projeter sur un thème qui n'a pas mis en avant votre profession, en réalité, ce thème-là, si ça se trouve, vous allez le retrouver dans le site de coiffure. Donc, faites attention avec ce biais-là. Optez pour un thème payant. Un thème payant, ça va coûter en général entre 35 et 60 $ canadiens. Fait qu'on s'entend que c'est pas la dépense de l'année. L'avantage, c'est que vous bénéficiez d'un certain nombre de licences et peut-être même de modules qui peuvent venir avec le thème, mais surtout, vous bénéficiez potentiellement d'un support. Quand je dis potentiellement, il faut quand même le vérifier. Depuis quand le thème a été mis à jour? Est-ce que c'était en 2017 ou est-ce que c'était le mois dernier? Combien de personnes ont acheté ce thème? Est-ce qu'on en a 200 ou est-ce qu'on en a 20 000? Ça va vous permettre de voir un petit peu l'amour que met l'éditeur dans ce thème-là parce qu'il est évident que s'il est populaire, il veut faire en sorte de faire plus de cash et donc il va forcément vous donner plus de support et mettre à jour ce thème plus souvent. Si vous avez par exemple un thème courtier immobilier, vous le trouvez super joli, les photos, les trucs, les machins, conservez celui-là à titre de référence, mais allez sur un thème un peu plus premium comme Avada, Divi, Genesis pour les plus motivés, Jupiter, The One, Bitem, bref, il y en a plein. Ça, ce sont des multi-thèmes premium. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces thèmes-là. Par exemple, si vous regardez sur le portfolio de My Little Big Web, un des thèmes qu'on utilise énormément, c'est Jupiter. Et pourtant, vous allez voir les 3, 4, 5, 10 derniers sites internet qui ont été faits avec Jupiter, ils ne se ressemblent absolument pas. Mais on choisit ce thème-là parce qu'on le connaît, on est habitué et donc on peut apporter énormément de support à nos clients s'ils utilisent ce thème-là. Choisissez des modules sécuritaires. Même chose. Les modules, ce sont des petits logiciels, un peu comme une application sur votre téléphone qui permettent de répondre à un besoin. Là aussi, il y a souvent des versions gratuites et des versions payantes. Regardez ce qu'apporte la version payante. Si la version payante apporte une couche de sécurité supplémentaire, on réfléchit pas, on la prend. Oui, ça va peut-être vous coûter un autre 50 $, mais encore une fois, si votre site internet est là pour vous générer de l'argent, pour représenter votre entreprise, on n'est pas à 200 ou 300 $ de licence près. Vraiment, c'est beaucoup plus cher de vous faire hacker et de contacter une agence qui va vous charger 1000, 1500, 2000 $ pour vous dépanner que de payer 300 $ de module. Et je le vois constamment. Quand je dis constamment, c'est minimum 3-4 fois par mois. Le client nous appelle, je me suis fait hacker. Ah bon, pourquoi? Pas de forfait maintenance, les modules n'ont pas été mis à jour, des modules gratuits, des modules piratés, j'ai vu ça aussi. Ok, nous pour intervenir, c'est une banque de 20 heures à 125 $ de l'heure payable d'avance.
Voilà, 2500 $, juste pour qu'on ouvre le capot du site. Ça fait cher les licences. Une des choses importantes quand vous choisissez vos modules, c'est la compatibilité qu'ils vont avoir entre eux. Parce que une des problématiques, c'est toujours que vous installez un module, vous en installez un deuxième, puis un troisième, puis à un moment ça bug. Puis on se dit pourquoi ça bug? C'est parce qu'ils sont pas forcément compatibles. Je prends toujours l'exemple des PC. La problématique de certains PC, dont d'ailleurs Sony avait réussi à combler cette faille en étant à la fois distributeur et assembleur, c'est que vous aviez votre carte mère qui était faite en Corée du Sud, votre carte graphique qui était faite au Japon, votre disque dur qui était fait aux États-Unis, puis je sais pas pourquoi, mais ça se goupillait mal dans ce petit boîtier en plastique, donc il y avait des trucs qui chauffaient, qui créaient justement des courts-circuits, peu importe, et c'est ce qui faisait que les PC avaient une durée de vie bien inférieure à Apple, qui lui assemblait et construisait. Donc forcément, ils savaient que tout était parfaitement optimisé. C'est pour ça qu'on se disait « Ah ouais, les Macs, c'est beaucoup mieux. » Ben ouais, c'est beaucoup mieux parce que ces mecs-là, ils ont pensé à ça, c'est la base. Au niveau des modules, c'est la même chose. Vous n'allez pas pouvoir trouver tous vos modules chez un même éditeur, malheureusement. Vous allez devoir choisir les modules les plus populaires, mais les modules les plus populaires, souvent, sont compatibles entre eux. Donc encore une fois, quand vous choisissez des modules, renseignez-vous. Même chose, les modules doivent être mis à jour. Est-ce que les éditeurs du module mettre à jour le module? Parce que si la réponse c'est non, il suffit qu'il y ait une faille de sécurité identifiée dans ce module, qu'un hacker décide de lancer un crawl pour analyser tous les sites internet qui utilisent ce module, et c'est réglé, vous faites partie de la cible. Il faut savoir aussi une chose d'ailleurs en matière de sécurité, c'est que les hackers ne vous ciblent pas vous en général, sauf si vous êtes, je sais pas, une banque ou une société super connue, mais la plupart du temps, on cible pas votre site ou votre entreprise en particulier. Vous faites partie d'un énorme panel et ils vont attaquer un ensemble de sites internet qui ont une faille de sécurité précise. Ça peut être des milliers de sites web hackés d'un coup. Donc encore une fois, ne vous dites pas non plus « Oh ben moi je suis à l'abri, je vois pas qui irait hacker mon petit site de chaussures ». Mais non, ton petit site de chaussures, tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui va aller chercher. Et là, on pourrait se demander « Mais ils viennent chercher quoi du coup ces mecs-là » Données personnelles, courriel, numéro de téléphone, parce qu'aujourd'hui ça vaut de l'or de vendre ces bases de données, carte de crédit. La plupart du temps, si vous avez une boutique en ligne ou peu importe de quoi que ce soit de transactionnel, et si vous avez une session sécurisée, c'est encore mieux, ça veut dire que vous avez des documents que vous avez besoin de sécuriser, donc c'est nickel, on ne sait jamais, ça peut justement comporter des coordonnées de carte de crédit, des coordonnées donc civiles, et encore une fois, ça c'est très pratique parce que quand on a les coordonnées de quelqu'un, notamment l'adresse courriel, bah, c'est la première étape vers le processus de hacking, à savoir j'ai déjà le login. Maintenant, j'ai plus qu'à choper le mot de passe. Un des points très importants pour se maintenir à jour, on va dire, dans tout ce qui est maintenance de site web, web en général, c'est de s'abonner à la chaîne de My Little Big Web, de laisser un commentaire, d'activer la cloche et de partager à toute la Terre parce que mine de rien, il y en a de plus en plus qui le font et ça fait hyper plaisir. Voilà, je l'ai placé, on passe au point suivant. Installer un ou plusieurs plugins de sécurité. C'est très important. Nous, par exemple, on va beaucoup utiliser WordFence pour gérer justement certains aspects de la sécurité. On va aussi évidemment sécuriser le serveur, notamment la base de données, parce que souvent les gens disent « Ouais, les sites WordPress, ils se font plus hacker ». Alors, ils se font pas hacker si on met bien à jour les modules et WordPress. Et encore une fois, la plupart du temps, quand on va hacker quelque chose, c'est la base de données. La base de données, elle est hébergée sur un serveur, donc on peut aussi s'attaquer au serveur. Donc là, on va parler de l'hébergeur là, et non rien à voir avec le site WordPress en tant que tel. Mais c'est un autre débat. Au niveau des plugins de sécurité, donc vous pouvez vous protéger contre les profils utilisateurs, c'est-à-dire les gens qui essayent de rentrer via le WP admin, enfin l'interface, le back-end de votre site WordPress avec notamment des adresses courriel et mots de passe erronés. Donc s'il y a des tentatives un peu trop nombreuses et que le mot de passe encore une fois n'est pas bon ou le login n'existe pas, on peut envoyer une alerte justement et bloquer l'accès. Donc là, on parle de limiter les tentatives de connexion. On peut bloquer évidemment les IP indésirables. Donc par exemple, nous, on va aller bloquer les IP provenant de certains pays qui n'auraient aucun intérêt à venir sur notre site. Donc je parle notamment de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Pakistan, etc. Enfin, toutes ces zones géographiques, on fait pas de business avec eux, donc on n'a pas forcément envie qu'ils viennent sur notre site ou qu'ils puissent se connecter sur notre site. Donc on va lister un certain nombre d'adresses IP où on se dit « Ok, merci, bonsoir, on en veut pas ». Parmi les plugins qu'on valide, parce qu'il y en a plein, on va avoir All-in-One WordPress Security, Security Ninja, Sucuri Security, Bulletproof Security, WordFence, je l'ai mentionné plus tôt, et Item Security. N'oubliez pas une chose, c'est que ces modules-là nécessitent un paramétrage et une vérification particulière et régulière. Ne commencez pas à installer tous ces modules
Et n'installez pas non plus, par exemple, WordFence parce que je l'ai mentionné plusieurs fois sans comprendre ce qu'il fait concrètement. Je vous garantis que ce module-là et les autres d'ailleurs nous ont fait bugger le site de My Little Big Web à de nombreuses reprises. Et j'étais même jusqu'à me demander si ça valait pas mieux la peine de risquer de se faire hacker plutôt que d'utiliser ces modules. Et c'est qu'en fait, des fois, il y a des conflits en fait, tout simplement. Ils sont peut-être un petit peu trop rigides les modules et puis ils mettent le site down parce que finalement ils ont détecté une anomalie. Bah oui, mais finalement le hacker en fait, il a réussi à nous nuire malgré tout. Donc faites attention avec ces modules-là. Ce sont des outils puissants, mais si on les maîtrise pas, ils vont flinguer votre site en fait. Ils vont créer exactement ce que vous voulez pas qu'ils créent. Sécurisez vos paramètres de connexion. Par défaut, le nom d'utilisateur dans votre backend pour se connecter, c'est admin. Tout le monde le sait. Bon, déjà on vire cet utilisateur-là, même si vous changez le mot de passe. Et évidemment, optimisez votre mot de passe. Alors là, le mot de passe, ça vaut pour votre adresse courriel, ça vaut pour absolument tous les règles que je vais vous donner. Premièrement, visez au moins 12 caractères. Évidemment, on fait pas des mots de passe à la con du genre 1, 2, 3, 4. Mixez lettres, majuscules, chiffres, caractères spéciaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, QWERTY, AZERTY, mot de passe, non. C'est pas des bons mots de passe. Les mots de passe les plus efficaces sont les phrases parce que c'est méga long, mais aussi c'est facile à retenir. Par exemple, moi j'avais des mots de passe avant, c'était par exemple AB712W69. Va retenir ça. Et à la fin, je me suis mis à faire des phrases. Ça peut être n'importe quoi. Le chat mange de la purée. Je sais pas pourquoi, c'est un private joke entre vous et vous-même, mais vous vous en souvenez. Va hacker un mot de passe aussi long, surtout si vous mettez des espaces. What? Faites un mot de passe unique pour chaque compte. Encore une fois, je sais que c'est tentant de mettre le même mot de passe à chaque fois, mais je vous garantis que c'est une énorme erreur. Personnellement, j'utilise un gestionnaire de mots de passe, donc soit celui de Google, soit des plateformes sur lesquelles je stocke mes mots de passe. Donc il y en a plein, ça coûte à tout casser 20 $ par an d'avoir accès à l'application. Et personnellement, tous mes mots de passe sont stockés là. Ils sont pas stockés sur un fichier Excel dans mon ordinateur ou même dans mon Drive ou mon Dropbox. Ils sont vraiment dans cette application, ce qui me permet d'avoir des mots de passe de gros bourrins et qui sont stockés et finalement je vais les rentrer automatiquement avec mon empreinte digitale, ça va venir le mettre tout de suite, ce qui fait que j'ai pas besoin de retenir mes mots de passe et que j'ai autant de mots de passe que de plateformes. Donc si je me fais hacker, ça hack pas les autres logiciels que j'utilise. Il y a des sites internet d'ailleurs qui permettent de savoir si votre adresse courriel s'est fait ficher ou si vous vous êtes fait prendre vos données. Donc j'ai pas de nom en tête, mais j'en ai utilisé un récemment en allant sur Google. Comment savoir si je me suis fait hacker, comment savoir si mon mot de passe ou mon adresse courriel s'est fait pirater entre guillemets. Puis faites cette vérification régulièrement. Changez votre mot de passe aussi régulièrement. Quand je dis régulièrement, on va parler en général aux 6 mois. C'est suffisant. Je sais que ça peut paraître ennuyeux de faire ça et la plupart vont pas suivre ce conseil, mais c'est quand même important de le faire encore une fois, sachant qu'on a des générateurs de mots de passe, donc on peut pas dire que ce soit non plus si compliqué que ça de le faire, mais c'est important. Et évidemment, mettez à jour WordPress et mettez à jour les plugins. Mais attention à ça. Dans WordPress, vous avez la possibilité de cocher la case mise à jour automatique. Ça veut dire que quelle que soit la mise à jour, vous allez l'accepter automatiquement. C'est une bombe à retardement si vous faites ça. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Lorsque vous faites un site internet, en tout cas via une agence ou un programmeur, il va installer un thème, il va installer un certain nombre de modules. Comme on l'a expliqué tantôt, les modules ne sont pas forcément tous compatibles entre eux ou compatibles avec le thème. Donc, il va les modifier, le programmeur. Ou il va tout simplement alléger un module parce qu'il est bien, mais il est un peu lourd, donc on va modifier le code du module. Le module ne permet pas de faire 100% de ce que vous attendiez, donc il va le modifier. Par exemple, on est sur un site internet vitrine avec un formulaire de contact sur lequel les gens peuvent envoyer un fichier. La limite maximum de poids du fichier, c'est 5 mégaoctets. Problème, le client dit « moi j'ai besoin que ça aille jusqu'à 20 mégaoctets la pièce jointe, 5 c'est pas assez parce que les clients envoient des PDF assez lourds. » Ok. Dans ce cas-là, le programmeur modifie la limite du module et tout se passe bien. Le module doit être mis à jour. Donc là, on se dit, ok, on va mettre à jour ce module-là. Il faut savoir qu'une mise à jour, c'est la suppression d'une version et la réinstallation d'une version plus récente. Donc on supprime le module et ses modifications et on réinstalle la version brute. Et c'est là où quand il y a une mise à jour, on se dit, je comprends pas, ça bug. Oui, c'est parce qu'avant, on avait modifié le module pour pas qu'il bug. Là, tu as désinstallé le module d'origine et donc notre code et réinstallé une version plus récente, certes. Encore une fois, c'est ce qui crée le bug et c'est ce qui fait que vous allez devoir payer une deuxième fois pour que soit le programmeur fasse un backup et puis j'espère que vous n'avez pas trop travaillé sur votre site parce que vous allez perdre toutes les données depuis le dernier backup, soit il va devoir redévelopper la fonctionnalité et vous allez payer 2 fois. Il faut savoir qu'un logiciel,
comme un module, c'est des dossiers avec des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers et puis des fichiers. Si on se rend compte que la mise à jour, en fait, c'est pour modifier finalement un ou deux ou trois fichiers. Il n'y a pas besoin de désinstaller tous les dossiers et les sous-dossiers. On peut juste aller prendre ces fichiers-là à la racine, les modifier et ça modifie pas nos autres dossiers dans lesquels on est intervenu. Mais ça, c'est plus un programmeur qui aura les compétences pour savoir exactement la mise à jour, à quoi elle sert. D'ailleurs, ça aussi, c'est un des points. Quand vous mettez à jour vos modules, essayez de regarder en quoi consiste cette mise à jour. Si c'est une mise à jour de sécurité, même là, ok, mais sécurité de quoi? Tout simplement, cette mise à jour permet de régler des problèmes de compatibilité avec tel autre module. Ok, mais est-ce que cet autre module, vous l'utilisez? Parce que si la réponse c'est non, cette mise à jour ne sert à rien. Peut-être qu'elle permet de régler la compatibilité avec ce fameux autre module, mais peut-être qu'elle crée une incompatibilité avec un module que par contre vous utilisez. Vous voyez un peu comment ça peut être complexe de mettre à jour un site internet, mais surtout si vous savez pas ce que vous faites et que vous mettez à jour et qu'après ça bug, quand vous contactez l'agence ou le programmeur en lui disant « je comprends pas, mon site il bug ». Bon, déjà un site ça bug pas tout seul. Est-ce que vous avez touché? Non. Est-ce que vraiment t'as pas touché? Non. Est-ce que t'es sûr? Non. Est-ce que vraiment t'as touché? Oui, j'ai touché. Ok. Qu'est-ce que tu as touché? Je sais pas vraiment. Bref, en gros, vous perdez aussi du temps et donc vous payez le programmeur ou l'agence pour essayer de comprendre le chemin que vous avez fait pour arriver finalement à la conclusion que vous avez ou que quelqu'un a mis à jour un module et que c'est ça qui a tout pété. Donc, on vérifie bien ce qu'on met à jour. Évidemment, installer un certificat de sécurité HTTPS. Je le mentionne, même si je pense qu'aujourd'hui, la plupart des sites sont protégés par ce protocole. Donc, vous voyez, c'est le petit cadenas qui est à côté de votre URL. Ça permet de créer une espèce de filtre, justement, pour que l'information soit brouillée. Donc, le transfert d'informations entre, par exemple, votre serveur et le navigateur du client, le fichier soit un peu passe dans une espèce de filtre qui fait que c'est compliqué d'intercepter les données. Donc, ça, c'est très important d'avoir un certificat de sécurité. Est-ce qu'il faut opter pour un HTTPS de gros bourrin payant? Non, pas nécessairement. Je ne le conseille pas. La plupart des hébergeurs proposent justement l'installation d'un certificat de sécurité et ça fait amplement l'affaire. 8e point, choisissez un bon hébergeur. Partez pas forcément chez l'hébergeur qui fait le plus de marketing. Par exemple, au Canada, on a des hébergeurs comme GoDaddy, Hostpapa. Moi, personnellement, et puis c'est mon avis, je les réfère pas parce que je trouve que ce ne sont pas de bons hébergeurs, dans le sens où c'est un peu du fast-food. Je vais plutôt opter pour des hébergeurs un peu plus petits ou Amazon on Cloud par exemple, parce que je me suis renseigné sur ces entreprises-là et j'ai constaté que leurs critères de nombre de sites qu'ils mettent par serveur, sécurité, support client étaient meilleurs. Encore une fois, je ne fais que donner mon avis. Mais renseignez-vous bien et on magasine pas un hébergeur en fonction du prix. Combien de fois j'ai entendu des entreprises dire « je suis allé chez GoDaddy parce que c'était pas cher ». Eh ben, c'est une très grosse erreur parce qu'en réalité, un hébergement cher, c'est 10 $ par mois et un hébergement pas cher, c'est 5 $ par mois. Ça vaut pas la peine d'avoir un débat pour si peu. Ce qui va être le plus important quand vous choisissez un hébergeur, honnêtement, c'est la qualité du support. Quand vous contactez les gens, est-ce que vous avez l'impression qu'ils comprennent ce que vous dites ou est-ce que vous avez l'impression d'appeler le call center de je sais pas quel pays et puis le gars il comprend absolument rien. Parce que quand vous vous faites hacker ou quand vous avez besoin d'appeler votre hébergeur, en généralement, vous êtes un peu en panique et vous avez envie de quelqu'un qui puisse réagir rapidement et vous rassurer. Enfin, le dernier point, si vous n'avez pas les compétences, déléguez la maintenance de votre site web. C'est super important. C'est-à-dire que tous les mois, il doit y avoir un programmeur qui met à jour WordPress et les modules et qui prête attention justement à tout ce que j'ai expliqué tantôt parce que si c'est vous qui le faites, la plupart du temps, vous le ferez pas ou vous le ferez mal. Et quand vous allez ensuite être en panique et que vous allez demander à une entreprise ou à un programmeur de régler votre problème tout de suite, vous allez avoir du mal. Parce que 1, c'est pas intéressant comme tâche en tant que telle. 2, si vous n'êtes pas client de l'agence ou du programmeur, je vois pas pourquoi il vous prendra en priorité. Et il va vous demander de payer d'avance peut-être l'équivalent de 1000, 2000 ou 3000 $ et ça peut piquer. Il peut aussi vous dire, oui, je peux vous prendre, mais ce sera pas réglé avant une semaine. Combien d'argent vous allez perdre en ayant un site down pendant une semaine? Donc vraiment, ça, c'est pas le genre de choses sur lesquelles on cherche à faire des économies. Parce que la probabilité pour que vous ayez un problème de sécurité dans les 24 mois, elle est très forte. Et le montant que vous allez payer, donc les gens peuvent se demander combien ça coûte un forfait maintenance. Généralement, ça va de 100 à 300 $ par mois, dépendamment du type de site internet, dépendamment du niveau de sécurité que vous souhaitez. Donc oui, ça représente une somme de 1200 à 3500 $ par an. Mais encore une fois, combien coûte le fait d'avoir un site down pendant une semaine? Je pense que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc, c'est vraiment une assurance qui est très importante. My Little Big Web est spécialisé également en maintenance de sites WordPress. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tous les clients
qui nous contactent parce qu'on a une capacité qui est quand même limitée et aussi parce que si le site internet a été monté un petit peu à l'envers et que c'est un véritable château de cartes, malheureusement on ne pourra pas en prendre la responsabilité. Le plus simple, c'est de contacter différentes agences et de leur demander si elles peuvent prendre en charge votre site. Encore une fois, bien choisir l'agence qui va créer votre site internet au départ est très important pour savoir déjà si elle va pouvoir vous assurer cette maintenance. Si l'agence vous dit qu'elle ne maintient pas ou qu'elle sous-traite cette partie, trouvez une autre agence pour créer votre site. Si vous commencez à créer votre site vous-même et qu'il est fait un petit peu à l'envers et que vous pensez qu'une agence pourrait en faire la maintenance, encore une fois, vous vous trompez. Donc, pensez à ça à l'après mise en ligne. J'espère que cette vidéo va vous aider et a répondu à pas mal de vos questions. En tout cas, moi, j'attends vos nouvelles dans les commentaires, dans les avis et surtout, si vous avez un besoin en création de site web ou en maintenance, n'hésitez pas à nous contacter.